Donc, on vous a donné pour mission de supporter l'aide à la décision des ressources humaines de votre entreprise. Que vous soyez gestionnaire de cette équipe-là, product owner ou simplement analyste, vous avez décidé de bâtir un modèle de données central pour supporter vos objectifs décisionnels. Les 3 aspects vraiment importants de ce modèle de données, ça va être de supporter d'abord la qualité de données, ensuite une simplicité d'utilisation pour les personnes qui vont consommer ces données, et ensuite, dans la mesure du possible, quelque chose qui va supporter la vélocité de livraison. Pour ça, il faut, avant de se lancer dans la création du modèle, se poser les questions d'affaires clés. En gros, c'est vraiment de dicter les priorités qui sont en lien avec les besoins de vos utilisateurs. Dans le cas de l'analytique RH, vous pourriez par exemple vous poser des questions forcément sur le recrutement et la rétention d'employés, leur performance et leur productivité, la planification de la main-d'œuvre aussi, les compétences et le développement de carrière des employés, la rémunération et les avantages sociaux, l'engagement et la motivation, les aspects autour de la diversité et inclusion. Et comme nous sommes dans une époque où le travail hybride est devenu très commun, le suivi de la présence au bureau sera aussi quelque chose d'important. Je ne vais pas forcément vous lire toutes les questions, vous pouvez les lire également. Il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser, j'en ai listé ici quelques-unes à chaque fois. Qu'en termes de rétention, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi les employés vont quitter l'entreprise. En termes de performance, c'est comment optimiser la productivité des équipes, comment on pourrait anticiper les départs à la retraite, les congés et les variations de l'activité, si votre activité est saisonnière, quel est le retour investissement des programmes de formation, quels sont les avantages sociaux les plus appréciés des employés, comment créer un environnement de travail positif et stimulant, quelles sont les initiatives en matière de diversité les plus efficaces, comment le suivi de la présence au bureau peut-il contribuer à améliorer la productivité et la collaboration. Donc ce sont juste là des exemples de questions que vous pourriez vous poser avant de vous lancer dans un processus d'analytique RH et de bâtir votre modèle. Ce que je vous présente, ce n'est pas la vérité absolue. Tout va dépendre de votre contexte d'entreprise. Si vous travaillez dans une PME, dans une grosse entreprise, dépendamment de votre secteur d'activité, si vous êtes plus du côté des services ou de la production de biens, donc il va falloir vraiment adapter ce que je vous présente à votre contexte réel. De manière générale, en bâtissant un modèle RH qui répondrait aux questions que j'ai identifiées plus tôt, on pourrait par exemple identifier les employés à haut potentiel, analyser les écarts de rémunération, évaluer l'efficacité des programmes de formation, prévoir les besoins en recrutement, améliorer l'engagement des employés ou optimiser les espaces de travail. Donc on voit que tout ce questionnement qu'on peut se faire en amont de bâtir une structure analytique peut permettre de répondre à un très large éventail de questions au niveau du cycle de vie des employés, de leur recrutement à leur départ. Maintenant que vous avez clarifié les questions d'affaires auxquelles vous voulez répondre, il faut se bâtir une architecture cible claire. En général, quand on fait des projets d'analytique ou de business intelligence, il y a 3 couches qui sont importantes à identifier. D'abord, vous avez la source de données ou les sources de données. Le point central de votre architecture, c'est ce que moi j'ai appelé ici le comptoir de données RH. Dépendamment du type de projet sur lequel vous travaillez, ça pourrait s'appeler également un entrepôt de données, une couche sémantique ou autre. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est là que vont vivre vos règles d'affaires. Et pour finir, on a la couche de distribution des données. Donc ça peut être des rapports, des tableaux de bord ou des analyses qui vont être faits par des data scientists, par exemple, qui a l'aspect de support visuel, il y a l'aspect de storytelling qui va être abordé là-dedans. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment se concentrer sur, à haut niveau, comment on va construire ce comptoir de données RH. Comment on va le structurer. Si je reviens aux sources de données, vous avez votre système d'information de ressources humaines qui, espérons-le, va être votre source principale de données RH. Donc vous aurez toutes les informations nécessaires sur les employés, les postes, les salaires, les congés, etc., etc. Ensuite, vous pourriez avoir certains fichiers Excel dans lesquels vous allez stocker certaines données, comme j'ai noté par exemple des évaluations de performance ou des formations. Quelque chose qui ne vit pas forcément dans votre système RH. Ensuite, vous avez tout un tas de données qui peuvent se retrouver dans votre système RH, mais pas forcément. Donc tout ce qui est relatif aux enquêtes sur l'engagement et la motivation des employés, par exemple. Tout ce qui a trait au recrutement,
Ce sont souvent des plateformes externes que vous pouvez utiliser. Les réseaux sociaux également que vous utilisez pour faire la promotion de votre marque employeur ou tout simplement aussi pour recruter. Et enfin, comme moi, par exemple, dans ma vision de l'analytique RH, j'ai inclus la notion de présence au bureau. Ça va être important d'avoir accès au système de contrôle d'accès physique au bâtiment. Donc que ce soit des cartes d'accès ou des capteurs d'occupation, par exemple. Si maintenant je prends toutes ces notions-là, mes sources de données, mon comptoir de données, mes livrables utilisateurs, que je les représente visuellement, ça peut ressembler à ça. À gauche, j'ai toutes les sources de données dont je vous ai parlé, que vous pouvez identifier comme des bases de données, des fichiers. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un accès à ces données-là, à la donnée la plus granulaire possible, pour vous permettre de les intégrer ensuite dans votre comptoir de données ici au centre. Votre comptoir de données RH va être le centre névralgique de vos opérations dans le cadre de ce projet. C'est-à-dire que vous allez y stocker les données, nettoyer, où vous aurez appliqué vos règles d'affaires éventuelles. Si vous avez besoin de flaguer de l'information, de catégoriser, de retravailler certaines données, comme par exemple avoir une table d'employés centrale, peu importe la source de données, c'est ici que vous allez la faire. C'est là que vous allez bâtir vraiment votre vue d'affaires. En gros, tous les concepts d'affaires qui vont être importants pour produire des analyses, des rapports, n'importe quoi, en termes de livrables, c'est ici que vous allez les définir et c'est ici que vous allez vous brancher pour faire des rapports, des tableaux de bord ou des analyses. Une fois que votre comptoir de données RH est bâti, il vous reste à redistribuer cette information dans des livrables utilisateurs que j'ai abordés, un tableau de bord comme dans Power BI, des rapports qui peuvent être simplement des extractions Excel pour répondre à un besoin particulier. Ensuite, vous avez tout l'aspect d'analyse plus avancé, encore une fois en se branchant sur ce comptoir de données-là qui alimente des rapports et des tableaux de bord structurés. Vous pourrez faire des analyses plus ad hoc pour essayer de comprendre par exemple pourquoi tel indicateur a monté ou baissé. Si on voit des questions potentielles émaner de la lecture d'un tableau de bord, on pourra lancer une analyse pour creuser un petit peu plus les questions et à obtenir des réponses de meilleure qualité. Mais on va quand même travailler sur les mêmes données que celles qui ont été faites pour le tableau de bord. Dans les livrables d'analyse, on pourrait aussi inclure tout ce qui est de bâtir des modèles prédictifs, c'est-à-dire par exemple tout ce qui a trait à la planification de la main-d'œuvre pourrait être inclus là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'important dans tout ça, c'est vraiment le comptoir des données RH parce que vous allez centraliser vos données dans un seul point, vous allez vous assurer de leur qualité. Vous pourrez également mieux gérer l'accès aux données, surtout dans le cas de données RH, la confidentialité est vraiment importante. Maintenant qu'on a établi l'architecture globale, il faut identifier les concepts clés qui vont être importants pour alimenter votre comptoir de données. En général, dans un projet analytique, il y a deux types de tables qui vont vous intéresser. Tout d'abord, vous avez les dimensions qui sont en gros vos axes d'analyse. Ensuite, vous avez les tables de faits qui correspondent plus au processus à suivre. Vous allez assembler ces dimensions et ces faits en établissant des relations claires et nettes. Pour compléter le modèle de données qui va servir à bâtir le comptoir de données, il va falloir ensuite établir les relations entre toutes ces dimensions et tous ces faits. Par exemple, au niveau des dimensions, j'en ai identifié quelques-unes qui me paraissent évidentes. Encore une fois, tout va dépendre de votre contexte à vous quand vous voudrez implémenter votre comptoir de données RH. En premier lieu, j'ai la table d'employés, dans laquelle j'aurai potentiellement toutes les informations démographiques sur les employés, leur parcours professionnel. Donc prenez-le comme un peu la biographie ou une table sommaire des employés, de chaque employé. Ensuite, une dimension relative au poste des employés. C'est encore une fois une table d'inventaire des postes. Les postes présents, passés, qu'il pourrait y avoir dans votre entreprise, vous pouvez en faire un catalogue ici, avec des suggestions de colonnes que je vous présente ici, que ce soit le rôle, responsabilité, le niveau hiérarchique, la fourchette de salaire par exemple. Vous alimenterez ça selon vos besoins à vous. Après, il y a tout l'aspect de structure organisationnelle ou hiérarchique qui va être important de bien intégrer. Un employé, en général, est rattaché à un département. Ensuite, il y a la notion d'espace qui va permettre de faire une analyse plus physique de vos données. C'est particulièrement important dans mon modèle où je veux suivre, par exemple, la présence au bureau si jamais vous avez une entreprise assez grande pour avoir plusieurs succursales ou bureaux répartis à travers le monde. Ça va être intéressant d'avoir ça à disposition. Ensuite, bien évidemment, une dimension de date où vous pourrez facilement identifier l'année, le mois, le jour, le trimestre, l'année fiscale éventuelle, le type de journée aussi, qui vous permettra d'identifier si on est sur des jours qui sont censés être travaillés ou non au sein de l'entreprise. Vous avez aussi la source de candidature qui peut être intéressante dans le cadre du recrutement, donc pouvoir identifier le fournisseur, le type de canal de recrutement. Vous avez aussi la formation qui va être intéressante de cataloguer, les compétences, comme identifier les certifications par exemple, etc. Donc là, je vous fais vraiment une suggestion.
qui est basé un peu sur une vision généraliste de l'analytique RH que je peux avoir, qui est aussi basée sur mon expérience à moi. Et encore une fois, tout va dépendre de votre contexte. Donc, en résumé, on vient là d'établir une liste de tables de dimensions. Vous pouvez donc les considérer comme des tables d'inventaire. Ce ne sont pas des tables transactionnelles. Ce sont vraiment des tables de référence pour pouvoir faire des filtres, des pivots, des agrégations, etc., etc. Ensuite, passons aux tables de faits qui sont donc nos processus d'entreprise à suivre. C'est ici que l'expérience de chacun et chacune d'entre vous va vraiment être différente. Ça se peut que vous voulez suivre, par exemple, l'aspect recrutement, l'aspect d'évolution de carrière, l'aspect d'engagement des employés et l'aspect de présence au bureau, ou tout cela à la fois. Ça dépend de votre niveau d'ambition, de votre budget et de vos priorités. Et puis bien sûr, rien ne vous empêche de commencer uniquement par le suivi du recrutement et des départs. Et puis ensuite, rien ne vous empêche de rajouter de nouvelles tables de faits dans le futur, parce que justement, ce type de modèle va être super évolutif. Les tables de faits vont en gros vous permettre de faire le suivi des indicateurs et des mesures que vous aurez définis qui sont vraiment importantes pour répondre à vos questions d'affaires. Dans le cas du recrutement, vous pouvez suivre par exemple l'évolution du nombre de postes vacants, du temps moyen de recrutement, du par embauche. Dans le cas des départs, évidemment le taux de roulement, comprendre aussi les motifs de départ. Dans le cas de développement des compétences, d'évolution de carrière, de performance, vous pouvez voir là toute une série d'indicateurs qui peuvent vraiment faire du sens selon vos besoins, encore une fois. Donc en termes de rémunération, si je m'attarde un peu dessus, forcément, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de salaire moyen, d'évolution salariale, d'avantages sociaux, etc., etc. Si vous voulez vous lancer dans des choses plus avancées, donc l'aspect de équité, diversité, inclusion peut être intégré. Tout ce qui est également engagement des employés, vous pouvez mesurer le taux de satisfaction, son évolution au travers du temps, etc., etc. Et pour la présence au bureau, vous pouvez regarder forcément le taux de présence au bureau, le taux d'occupation des bureaux, l'utilisation des salles de réunion ou de certains types d'espaces de travail. Je ne vais pas tous vous les faire, encore une fois, tout dépend de votre contexte. Maintenant, la magie de votre modèle, ça va être d'établir des relations entre toutes ces tables de dimensions et ces tables de faits. Par exemple, si vous réfléchissez un peu au concept d'affaires que vous avez identifié, vous pouvez vous dire qu'un employé occupe un et un seul poste en même temps, mais qu'il peut évoluer de poste au fur et à mesure du temps, changer d'équipe. Un poste requiert des compétences, une formation permet d'acquérir des compétences, etc., etc. En comprenant les liens qui existent entre vos différents concepts d'affaires, vous pourrez établir des relations. Si je prends l'exemple de la table de faits recrutement, je veux m'assurer que chaque ligne mesure une embauche. Je vais m'assurer d'avoir la colonne employé. Donc, il va falloir que je fasse le lien entre cette table de faits recrutement et ma table d'employés. Je veux voir pour quel poste l'employé a été recruté. Je veux savoir dans quelle équipe il a été recruté. Je veux comprendre quelle est la source de candidature. Je veux savoir quand a été signé son contrat et je veux savoir quand est-ce qu'il a commencé dans l'entreprise. Ce qu'on va faire dans cette table fait recrutement, c'est stocker les clés qui pointent vers l'information contenue dans les dimensions relatives. Par exemple, si je prends la ligne 2 où mon employé Pierre a été engagé au poste de chef marketing dans l'équipe marketing via LinkedIn, il a signé son contrat le 8 juillet 2024 et il a commencé le 29 juillet 2024 dans l'entreprise. Je ne vais pas stocker cette information-là, je vais stocker la clé de l'employé. Par exemple, Pierre, c'est l'employé numéro 285. Pour les gens qui sont principalement familiers avec Excel, ça va permettre de faire l'équivalent d'un recherche V ou d'un VLOOKUP. C'est-à-dire que connaissant la clé de l'employé, je suis capable de récupérer toute son information. Même chose pour le poste, pour l'équipe, etc. Le produit final de toute votre réflexion s'appelle une matrice BUS. Comme son nom l'indique, c'est un tableau à double entrée dans lequel vous aurez en fait le sommaire de ce que vous voulez faire en termes de modèle analytique. En colonne, vous avez les dimensions, vos axes d'analyse. En ligne, vous avez les différents processus ou tables de faits que vous allez suivre. Et vous allez identifier à chaque fois qu'une relation entre ces éléments-là est importante. Par exemple, si je prends le processus de recrutement, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir faire des analyses par employé, par poste, par équipe, par date, par source de candidature. Ça va être important quand je vais bâtir cette table de faits, d'être capable de faire une relation solide. Si dans le cas présent, vos systèmes sources ne vous permettent pas de faire un lien direct d'un processus de recrutement vers une source de candidature, en fait, ça ne va pas marcher pour votre modèle. Il faut vous assurer que votre modèle cible que vous avez ici est réalisable avec les données de vos systèmes sources. Si je prends un deuxième exemple, en termes d'évolution de carrière, ce qui est important, c'est que je puisse identifier à chaque fois l'employé, le poste concerné,
l'équipe. Je peux mettre aussi l'espace parce que dans la vision de mon entreprise, c'est important de savoir géographiquement où sont les employés, où est-ce qu'ils évoluent au fur et à mesure de leur changement de poste. La date, donc c'est sûr que je veux identifier à quel moment le changement de poste a été fait. Par contre, ça ne fait pas de sens d'avoir forcément la source de candidature, une notion de formation non plus. Par contre, je peux décider que c'est important d'identifier les compétences rattachées à cette évolution de carrière. La matrice BUS, c'est un outil de travail super important pour l'avancement de votre projet d'analytique RH parce que ça fait vraiment la synthèse de l'avancement de votre réflexion et de la cible que vous visez. Et aussi, c'est un bon outil pour avoir des discussions avec des gens à la fois techniques pour l'implémentation du besoin et aussi avec des gens moins techniques, plus orientés à faire, donc vos utilisateurs, avec qui vous allez valider la vision du projet. Maintenant que vous avez défini la matrice BUS, il vous reste à bâtir le modèle de données ou schéma relationnel. Donc ça peut ressembler à ça de manière très basique. Ça ressemble un peu à un plat de spaghettis, c'est vrai. Encore une fois, c'est un exemple que j'ai basé sur la matrice BUS qu'on a établie ici. C'est surtout un outil pour vous permettre de visualiser les relations donc, qui vont exister entre les différentes entités de votre modèle. C'est un nouvel outil aussi pour communiquer auprès des différentes parties prenantes de votre vision cible pour l'implémentation du comptoir de données RH. Ici, c'est pas super lisible en effet parce que toutes les dimensions qui sont à gauche pointent vers à peu près toutes les tables de faits qui sont au milieu. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment en 5 minutes avec Google Drive, mais vous pouvez le faire avec des outils professionnels qui existent de manière beaucoup plus robuste. Il manque beaucoup de choses pour que ce soit complet au niveau technique, mais ça vous donne une idée au niveau de ce qui se passe. Donc si je prends donc mes tables de faits qui sont colorées en vert et mes dimensions qui sont mises sur les côtés là en bleu, c'est que pour analyser la performance des employés, j'ai défini que je vais stocker dans la table de faits les ID d'employés, les ID de poste, les ID d'équipe, les dates. J'ai décidé de stocker l'espace parce que pour moi, encore une fois, c'est important, mais pas d'autres aspects. Là, ça reste vraiment à très haut niveau. Il manque beaucoup de choses pour que ce diagramme soit techniquement utilisable par des équipes de projet. On pourra éventuellement faire une session plus détaillée qui prendra plus le temps d'analyser un cas réel à l'avenir. Maintenant que vous avez tout conceptualisé, il faut vous mettre en état de marche. Pour ça, il faut vraiment établir un plan clair à tous les niveaux. D'abord, définir clairement les objectifs et les indicateurs de succès de l'analytique RH. Bon, c'est ce qu'on a fait au début. À quelles questions d'affaires on veut répondre? En 2, obtenir l'adhésion de la direction et des employés ou en tout cas des parties prenantes concernées. Ça se peut que vous ayez besoin d'un certain niveau de budget pour avancer dans votre projet. Il va falloir convaincre les bonnes personnes pour y arriver. Ensuite, vous devez investir dans les compétences en analyse de données. C'est pas tout de bâtir votre comptoir de données RH. Il faut vous assurer que derrière les données pourront être exploitées de la bonne manière. Donc il faut vous assurer à la fois que les analyses de métier et les bons outils, les bonnes compétences. Il faut aussi vous assurer de développer de manière globale une certaine littératie autour des données, c'est-à-dire que vous voulez que vos utilisateurs, quand ils vont consommer un tableau de bord, ils aient la bonne compréhension du tableau de bord et qu'ils ne prennent pas des décisions erronées sur la lecture du tableau de bord. C'est assez évident, il faut aussi bien sûr choisir les bons outils et technologies. Ça se peut que vous n'ayez pas tout de suite besoin des produits dernier cri et très chers pour développer votre solution. Vous pouvez faire des choses low cost avec des produits open source sans casser la banque non plus. Ensuite, il y a tout l'aspect de gouvernance des données qui va concerner notamment tout ce qui est qualité et sécurité des données. Donc de manière générale, peu importe le type de projet, vous voulez vous assurer que la qualité des données est rendez-vous pour que les décisions se prennent avec leur juste. Et en particulier dans l'analytique RH, la sécurité va être super importante puisque vous allez potentiellement diffuser de l'information sur les employés. Donc, il va falloir notamment protéger les données contre les accès non autorisés, les modifications et les suppressions. Il faudra aussi vous assurer du respect des réglementations en vigueur en matière de protection des données personnelles, dépendamment de la législation qui s'applique à votre entreprise. Et sur l'aspect qualité qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est vraiment de vous assurer de mettre en place tous les processus de nettoyage, de validation des données pour vous assurer qu'elles sont le plus fiables possible. Vous voulez certainement pas que de mauvaises décisions se prennent. Vous ne voulez pas non plus perdre la confiance de vos utilisateurs. Ensuite, vous devez communiquer efficacement les résultats et recommandations. Il ne suffit pas de bâtir votre comptoir de données, il faut vous assurer qu'il amène de la valeur à votre organisation. Et notamment au début, ça va prendre un effort d'éducation des utilisateurs de votre part. Que ce soit dans la lecture des tableaux de bord que vous pouvez faire ou dans la compréhension des indicateurs que vous allez bâtir,
ça va être super important d'accompagner les utilisateurs pour qu'ils adoptent la solution que vous leur proposez. Car c'est pas parce que votre solution peut être techniquement parfaite qu'elle va être vraiment utile. Il faut vraiment que vos utilisateurs voient la valeur de l'utiliser. Sinon, ça va être du temps et des ressources perdues. Et dernier point, mais non le moindre, ça va être d'être constamment ouvert à l'évolution des besoins. C'est pas parce que vous avez livré ce qui a été défini dans la charte de projet au tout début que tout s'arrête pour vous, car les besoins vont constamment évoluer, les règles vont évoluer, ça se peut que la structure de votre entreprise évolue, donc vous devrez vous adapter. Et ça va vraiment être un beau défi pour tester la qualité de votre modèle de données RH. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez vraiment pas, ça me fera plaisir d'y répondre et je vous dis à une prochaine fois.